Merci, Denis. L'analogie au hockey, là, le Canadien ne fait pas les séries. Là. OK. On rentre dans les séries, nous autres. Oui, et le baseball est mieux. Bien, je commence par saluer les gens là, du web. Paraît qu'on passe à la TV, une vente de TV. J'avais lu le dernier, au mois de novembre, des commentaires. Ça nous intéresse toujours des petits commentaires, ce que le monde pense de nous autres. Puis il y en a qui avaient écrit, il semblait nerveux. C'est complètement faux. Il l'est. Donc, bonjour tout le monde. Chers amis producteurs, délégués, membres du conseil d'administration, invités, partenaires et collègues des autres provinces, merci d'être présents à notre assemblée annuelle. Je vous invite à réfléchir sur le sujet que je vais vous faire part. On dit souvent que l'agriculture, c'est le plus beau métier du monde. C'est peut-être vrai. Nous avons le privilège, moi j'ai toujours pensé que le plus beau métier du monde, c'est lui que t'aimes. Mais ça peut être un plus beau métier que les autres aussi. Nous avons le privilège de travailler en étroit contact avec la nature. Nous sommes nos propres patrons. Et nous avons la satisfaction de voir les résultats concrets de nos décisions et de notre travail tous les jours. Par-dessus tout, nous avons la très grande fierté d'être à la source des aliments qui nourrissent nos concitoyens. Malgré le fait que nous avons parfois l'impression de ne pas être reconnus à notre juste valeur, après les pompiers et les gens de la santé, année après année, après sondage, on est toujours reconnus par nos citoyens. Mais notre métier peut être aussi terriblement dur et stressant. Et c'est particulièrement le cas depuis 1 an. La baisse de nos revenus, le laxisme du gouvernement dans le contrôle des frontières, l'application des standards fromagers et la conclusion d'une nouvelle entente de libre-échange, le partenariat transpacifique, qui ajoute des concessions d'accès à nos marchés après celles données à l'Union européenne. Tout ça génère beaucoup de frustration, d'incertitude et même de détresse dans nos rangs. Il faut être fort pour demeurer positif comme producteur laitier présentement. L'agriculture n'est pas un secteur de l'économie comme les autres. Nous travaillons avec le vivant et un niveau de production peut varier énormément en fonction des conditions climatiques. Le lait encore plus. Quand il est tiré, il faut le vendre. Nous sommes toujours de nombreux petits producteurs, malgré la taille des fermes qui augmente, vis-à-vis de grands acheteurs plus concentrés. Tout seul et désorganisé, on est des preneurs de prix. C'est ce qu'on appelle l'exception agricole. Un peu d'histoire. J'ai déjà parlé de la commission Héon qui enquêtait sur les conditions de mise en marché agricole au Québec dans les années 50. J'y reviens parce que je trouve que c'est important de se souvenir de ce qu'on fait, ce qu'on a fait. Puis la commission avait conclu que l'agriculture devenait une affaire payante une fois que le produit avait quitté les mains des agriculteurs. C'est la suite de cette commission qu'on a obtenu la loi de la mise en marché des produits agricoles. La loi nous permet de nous organiser collectivement pour négocier des conditions de vente de notre produit. Avec les pouvoirs que la loi accorde aux producteurs, qui le décident démocratiquement, on peut mettre en place des agences de vente centralisées et obligatoires pour établir un certain rapport de force avec nos acheteurs. Dans le lait et dans quelques productions, on a ajouté la gestion de l'offre pour ajouter notre production aux besoins du marché et d'éviter les surplus qui font chuter dramatiquement les prix. C'est avec la mise en marché collective et la gestion de l'offre que nous avons réussi à stabiliser, à améliorer nos revenus dans le lait. C'est cette politique agricole qui nous permet de vivre la vente de notre produit dans le marché et d'en tirer un juste revenu sans subvention. Ce qui était vrai dans les années 50, cette exception agricole est encore vrai aujourd'hui. Mais voilà, depuis les années 80, on fait face à des pressions intenses pour la libéralisation des marchés. De plus en plus de gouvernements, au cours des 30 dernières années, ont décidé de traiter l'agriculture comme n'importe quel autre secteur de l'économie. Ils ont écouté les économistes libéraux qui croient que le libre marché peut tout régler. Au Québec et au Canada, nous avons résisté à ce courant avec succès jusqu'à ce jour. Mais la pression est extrêmement forte et nous ne sommes plus totalement à l'abri de cette mondialisation des marchés. Depuis 2 ans et demi, on a subi le stress de 2 négociations de libre-échange, coup sur coup, avec la menace de voir notre gouvernement abandonner complètement la gestion de l'offre et d'importantes concessions faites sur notre dos pour que le Canada puisse conclure ces ententes. En additionnant les concessions de l'Union européenne à celles accordées au partenariat, ce sera l'équivalent de 6 % de notre marché actuel des pertes de revenus.
de revenus récurrents de quelques 400 millions de dollars que nous subirons au terme à l'entrée en vigueur de ces ententes. Qu'est-ce que le Canada gagnerait vraiment avec l'accord signé avec l'Europe et avec le PTP? L'avenir nous le dira. Certains soulèvent des doutes sur les gains réels et nets que nous en retirons. La semaine dernière, un article du Globe and Mail dévoilait une analyse interne du gouvernement fédéral qui concluait qu'au mieux, le Canada gagnerait des accès à certains marchés asiatiques, mais qu'il perdrait son accès exclusif aux riches marchés américains et qu'il devrait désormais partager avec 9 autres pays que le Mexique dans l'entente de libre-échange avec l'ALENA. Chaque nouvelle entente nous retire un peu de notre souveraineté décisionnelle. Chose certaine, les pertes du secteur laitier sont réelles et nous n'avons rien gagné au change. Le gouvernement Trudeau a présenté son premier budget il y a quelques semaines à peine. Rien de provisionné pour les compensations annoncées par l'ancien gouvernement pour les pertes des producteurs. Le ministre McCauley a reconnu qu'il faudrait compenser les secteurs sous gestion de l'offre qui ont été identifiés comme les perdants de ces accords commerciaux. Le gouvernement devra respecter ses engagements. Le prolifique M. Charles Lebois, Sylvain de son prénom, a écrit la semaine dernière une énième opinion pour les journaux. Il a écrit que le Canada devrait réformer la gestion de l'offre pour devenir une économie commerciale plus ouverte. Rien dans son texte n'appuie cette proposition, sauf les préjugés et les lieux communs habituels. Ce qui était vrai dans les années 50 à propos de l'économie agricole est toujours vrai aujourd'hui. L'agriculture n'est pas un secteur de l'économie comme les autres. Il nécessite un traitement différencié. L'exception agricole existe toujours. La crise laitière mondiale qui n'en finit plus. La deuxième depuis 2008 en est la plus éloquente démonstration. Vous vous souvenez l'année dernière, un producteur américain, M. Rowell du Vermont, est venu témoigner de cette crise qui ravageait déjà le secteur de nos amis américains. M. Rowell n'est pourtant pas un petit producteur. Il tire près de 1000 vaches et il vend plus de 25 millions de litres de lait annuellement. Son prix de vente est passé de 27 $ du 100 livres à 17 $ du 100 livres. Une chute de près de 37 %. Faites le calcul. Sur un an, ça fait plus de 2 millions de baisses de revenus pour sa ferme. Le site Internet du Hearts Dairyman, la revue laitière américaine que vous connaissez, publie un prix moyen pour janvier de 17 $ le 100 livres aux États-Unis. Et la situation ne s'améliore pas avec le temps. Les prix des classes 1 à 4 ont varié entre 12 et 13, presque 14 $ le 100 livres, malgré une demande à la hausse des produits. Donc, un an plus tard, les producteurs de lait américains en sont au même point. La situation ne s'est pas améliorée. Comme au Canada, les ventes des produits laitiers sur le marché intérieur américain sont à la hausse. Ils exportent moins de 15 % de leur production totale, mais le marasme mondial fait chuter le prix de toute la production américaine. En Nouvelle-Zélande, c'est pire. Ils dépendent totalement du marché mondial. Plus de 90 % de leur production est exportée. Depuis un an, ils subissent une baisse de prix de l'ordre de 45 à 50 %. La dette des fermes a triplé en 3 ans. Au début de mars, leur ministre de l'Agriculture, un ultralibéral, a refusé toute intervention de l'État pour amortir l'impact. Son message aux producteurs, arrangez-vous avec les banques. Pour expliquer la crise, les producteurs néo-zélandais pointent du doigt l'Europe, qui produit désormais sans quotas et qui continue de subventionner son agriculture. Les quotas européens ont été définitivement abandonnés en avril 2015. La décision avait été prise en 2007 sous la pression des pays les plus libéraux, soit le Royaume-Uni, le Pays-Bas, le Danemark, l'Irlande et l'Allemagne, qui voyaient l'avenir du secteur dans l'exportation. Le niveau des quotas a été augmenté tous les ans de 2007 à 2014 pour soi-disant préparer un atterrissage en douceur. Les subventions liées à la production ont été transformées en paiements directs sur la base des superficies. Peu importe le type, le niveau de production ou les prix du marché, le prix est aligné sur le prix mondial. Je rappelle que le marché mondial des produits laitiers, ça représente seulement 8 % de la production mondiale. On laisse plus de 90 % de la production mondiale être influencée par ce 8 % -là. Après avoir vécu une première crise en 2008-2009,
les producteurs de lait européens sont de nouveau plongés dedans jusqu'aux yeux. Les prix déjà bas en 2014 ont baissé de plus de 15 % en 2015 et de 8 % depuis le début de l'année 2016. Pour un atterrissage en douceur, ceux qui crient le plus fort, ce sont les Français. On a suivi des manifestations en Angleterre, en Allemagne, en Belgique et en Italie. Les Français et aussi les organisations européennes de producteurs réclament un retour à la gestion de l'offre. Mis à part le 500 millions d'euros de subventions ad hoc annoncées en septembre dernier et qui s'ajoutent à celles qu'ils reçoivent en vertu de la politique agricole commune, ils n'ont rien obtenu qui puisse régler la crise. En fait, pour les fonctionnaires et une majorité de politiciens de l'Union, c'est la loi du plus fort qui s'applique. La restructuration accélérée de la production par l'abandon des plus faibles et un passage obligé. Le commissaire européen à l'agriculture, un Irlandais, a offert une fin de non-recevoir aux partisans d'un retour des quotas. L'Irlande fait le pari que son climat très favorable à la production de lait sur pâturage lui permettra de devenir la Nouvelle-Zélande de l'Europe. Il vise à augmenter de 50 % sa production au cours des prochaines années. Autrement dit, tant pis pour les autres, ils peuvent crever. L'Union européenne ne permettra qu'une gestion temporaire et volontaire aux producteurs. Pas question non plus de permettre aux producteurs de se regrouper plus que 30 % de la production d'un pays ou 3 % de lait de l'Europe pour négocier des meilleures conditions de vente. C'est comme si on attachait un lutteur les mains dans le dos et on l'envoyait dans l'arène avec un Hulk Hogan, mettons. On laisse les grandes entreprises européennes grossir sans limite, mais on craint comme la peste que les producteurs se regroupent pour avoir un impact réel sur leur mise en marché. Ça, c'est la loi du marché. La crise laitière, elle va se résorber un jour, mais ce sera pour revenir encore plus dur plus tard. Et ce sera toujours sur le dos des producteurs. Le 23 mars dernier, Fonterra a déclaré des profits records en hausse de 123 % pour la première moitié de son année financière. Alors que ses producteurs sont endettés jusqu'au cou et produisent à perte. La coopérative a annoncé un versement d'une dividende à ses membres, mais malgré ça, ils finiront leur saison de production avec un prix moyen 20 % inférieur à leur coût. Même si nous ne vivons pas des conditions aussi extrêmes, cette crise et d'autres facteurs affectent nos revenus de manière importante depuis plus d'un an maintenant. Nous avons subi une baisse de nos revenus de l'ordre de 7 % en 2015-2016. Je sais que plusieurs producteurs ont des difficultés de trésorerie en raison de cette crise de revenus qui perdure, particulièrement les jeunes qui ont beaucoup investi pour démarrer leur entreprise, mais pas seulement eux. Une part importante de cette chute vient de la crise actuelle sur le marché mondial. Le prix de nos classes spéciales, qui représentent 10 % de nos ventes totales, fluctue selon les prix américains et les prix mondiaux. On n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus. Il faudra que les prix se redressent pour pouvoir espérer une embellie. Mais une bonne part de ces mauvais prix, nous la devons au laxisme et à l'incohérence de notre gouvernement fédéral. L'augmentation des importations de concentrés protéiques, qui remplace une portion importante, une portion croissante de la protéine canadienne dans nos fromages et notre yogourt. Grossit les surplus de poudre de lait, vous le savez tous, et doivent être écoulés pour l'alimentation animale à des prix ridicules. Depuis 2007, il y a des normes qui limitent le jour de protéines laitières qui ne proviennent pas directement du lait dans les fromages. Ces concentrés secs de protéines de 85 % et plus sont considérés comme des ingrédients. Pour contourner la norme sur les fromages, tout en profitant de l'exemption des tarifs douaniers, nos amis américains ont conçu le lait diafiltré. Selon l'Agence des services frontaliers, c'est l'équivalent d'un ingrédient sur base sèche. L'Agence a donc classé comme une matière protéique un ingrédient qui est soustrait au tarif. Une fois au Canada, l'Agence canadienne d'inspection des aliments traite cet ingrédient comme si c'était du lait dans l'application des normes fromagères. Si l'incohérence et le ridicule tuaient, il y aurait beaucoup de mortalité à Ottawa. Excusez. Ou bien c'est du lait et il est soumis au tarif douanier, ou bien c'est une matière protéique, un ingrédient, et dont l'ajout est limité dans les fromages du Canada. Ce n'est pas compliqué, là. C'est un ou c'est l'autre, mais ça ne peut pas être les deux. Je vais demeurer poli. C'est une situation extrêmement frustrante pour les producteurs de lait. On n'a plus de patience. La réserve est vide. Le problème est connu et est reconnu publiquement par le gouvernement fédéral. Le ministre a dit devant tous les représentants des producteurs et ceux des transformateurs à Ottawa au début février que le lait diafiltré était un ingrédient
Le lendemain, son bureau écrivait dans une déclaration envoyée à terre de chez nous, et, je cite, « Selon les normes compositionnelles du fromage, il n'a jamais été dans l'intention que le lait diafiltré soit utilisé au lieu du lait. » Fin de la citation. On entend dire à travers les branches que certains au gouvernement et dans la fonction publique freinent la mise en place de la solution par crainte de réaction américaine. Ce règlement s'applique distinctement aux ingrédients importés et canadiens et concerne la composition des fromages vendus au Canada. C'est une question de souveraineté nationale. Le père de notre premier ministre avait déclaré un jour, à l'occasion d'une visite aux États-Unis, « Être votre voisin, c'est comme dormir avec un éléphant. Quelque douce et placide qu'elle soit, la bête, on subit chacun de ses mouvements et de ses grognements. » Ces dernières années, l'éléphant s'est plus menaçant. Les Américains n'ont pas de leçons à donner au sujet du commerce. Ils ont des leçons, ils pourrions nous en donner pour le protectionnisme. Dans le récent accord du partenariat transpacifique, toute proportion gardée, le Canada a concédé 2 fois plus d'accès que les Américains à ces marchés de fromage et de beurre. Les États-Unis ont pris bien soin de ne pas éliminer les tarifs douaniers avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, 2 puissances laitières mondiales. Le Canada importe à l'heure actuelle près de 8 % de ses besoins en produits laitiers, alors que les États-Unis, c'est moins de 4 %. Les importations canadiennes de produits laitiers se sont élevées à près de 200 000 tonnes en 2015, dont 150 000 tonnes provenaient des États-Unis. 75 % de nos importations de produits laitiers proviennent déjà de nos voisins. Notre message au gouvernement Trudeau est clair. Prenez vos responsabilités, exercez votre souveraineté nationale et appliquez votre réglementation. La gestion de l'offre est une politique agricole canadienne légitime, au moins aussi légitime que le Farm Bill américain, que l'utilisation de la main-d'œuvre immigrante illégale, que les subventions cachées d'approvisionnement en eau pour les zones sèches du sud-ouest américain et que la politique agricole commune de l'Union européenne. C'est une réponse efficace aux problèmes agricoles et à l'extrême volatilité des prix et à l'insuffisance des revenus. Avec la gestion de l'offre, on a réussi à stabiliser et à améliorer les revenus des producteurs. On a pu vivre de la production et de la vente de notre lait sur le marché décemment et sans subvention. Au plan technique, nous n'avons rien à envier aux plus grands pays producteurs de lait dans le monde. La génétique laitière canadienne est reconnue partout dans le monde. La qualité de notre lait est en amélioration constante. Nous investissons dans les dernières technologies. Nous avons implanté au cours des dernières années le programme Lait canadien de qualité, qui vise la gestion et le contrôle des risques liés à la stabilité du lait et de la viande à la ferme. D'ici 6 ans, nous compléterons l'implantation d'un programme de certification indépendant, obligatoire, pour tous les producteurs de lait canadiens, le programme ProAction. Ce programme assurera le respect des règles strictes sur la qualité, la salubrité, l'innocuité, le bien-être animal, la traçabilité, la biosécurité et l'environnement. Notre marché est en croissance. Nous produisons localement des produits laitiers de grande qualité qui font travailler des gens de chez nous dans toutes les régions du pays. Nous générons, vous le savez, vous avez fait des manifs, nous générons au Québec seulement 83 000 emplois. Nous contribuons pour le PIB à hauteur de 6,2 milliards. Et nous procurons aux 3 paliers des gouvernements 1,3 milliard de retombées fiscales. On a entendu là, une nouvelle, là, une semaine à peu près, le Panama Papers. Je défie de trouver un producteur là-dessus. Un seul. Nos taxes et nos impôts sont payés au Canada. Nos fermes ne seront pas délocalisées. L'argent qu'on perd à cause du laxisme du gouvernement, c'est de l'argent en moins dans ses coffres, c'est de l'emploi en moins au Canada et dans les régions du Canada. C'est peut-être une vieille maxime, mais elle n'est pas moins vraie, surtout quand on voit l'état du secteur du laitier mondial. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Avant de conclure, un mot sur la négociation nationale avec les transformateurs. C'est un cliché, mais je le dis parce qu'il est profondément vrai. Nous sommes condamnés à nous entendre. Il le faut pour valoriser ces millions de kilos de surplus de solides non gras. Il faut pour permettre la modernisation de nos infrastructures de transformation, pour le maintien d'une gestion de l'offre efficace et profitable pour tous. Il n'y aura pas de solution viable, unilatérale ou provinciale. Si une province est laissée sur la ligne de côté, si une entente ne favorise qu'une province ou un groupe de transformateurs, si tous ne concèdent pas et ne gagnent pas équitablement, ce sera le chaos, ce sera la crise.
ce ne sera pas un climat propice à l'investissement à long terme. Nous continuons de travailler sur une solution nationale. Je fais appel à nos partenaires transformateurs et à toutes les provinces canadiennes pour faire les efforts et les compromis nécessaires à la conclusion de cette entente. Je l'ai dit en amorçant mon message, je le répète en terminant. Il faut être fait fort pour être producteur laitier et optimiste et confiant par les temps qui courent. Pourtant, ensemble, forts et unis, nous sommes capables de réaliser de grandes choses. Je suis particulièrement fier des producteurs de lait québécois et de leur résilience, de leur combativité, de leur détermination à se battre pour conserver notre modèle équitable, la mise en marché collective et la gestion de l'offre. Je veux profiter de l'occasion pour remercier aussi de leur appui dans la campagne Forts et Unis, nos organisations, l'UPA en particulier. Nous avons une organisation forte et unie, mais unique aussi. Et nous devons la conserver coûte que coûte. Les PLC aussi, et nos partenaires fournisseurs de services, transformateurs, les 59 entreprises qui nous appuient dans notre lutte. Un remerciement particulier à Agropur, le plus gros transformateur au pays, et au ministre de l'Agriculture du Québec, ainsi que de plusieurs politiciens fédéraux qui sont à nos côtés. Il manque peu de choses pour que notre secteur reparte sur une lancée positive pour plusieurs années. Une des plus importantes est entre les mains du gouvernement de M. Trudeau. Une solution pour le dossier du lait diafiltré doit être annoncée d'ici peu. Entendez-nous bien, M. Trudeau. Nous n'abandonnerons jamais. Et si vous faites la sourde oreille, nous irons plus près, nous parlerons plus fort. Nous avons été plus que patients. Il est temps de livrer. Merci.